retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie du docteur Showalters depuis Yaoundé, docteur Louison Isomba en plateau avec nous, ici à Douala, Emmanuel Kougné et Serge-Henri Kelbert. Serge-Henri Kelbert, lorsque vous suivez l'histoire d'Emmanuel Tondjé, on a envie de se poser la question de savoir comment est-ce possible. Oui, Serge Alain, vous savez, il faut vivre au Cameroun pour comprendre un certain nombre de choses qui vous donnent l'impression que le Cameroun marche sur la tête. Vous savez, lorsque je m'installe au Cameroun dans les années 2008, je décide d'apporter ma contribution au processus d'électrification du Cameroun. Donc, je crée une entreprise qui fait dans l'énergie. Et j'étais chargé, justement, j'ai travaillé à Bangou avec une charmante dame qui était très appréciée, paix à son âme, Madame Boutchouan Rosette, qui était maire de Bangou. Donc, elle a été ma cliente. J'étais chargé d'électrifier tous les hauts plateaux. Mon entreprise était adjudicataire. Curieusement, c'était un marché financé par l'Union européenne, mais un marché passé en 2013, qui s'est arrêté en 2014. Et les premiers paiements, on les a reçus en 2018. Alors, vous voyez que le Cameroun est un pays très difficile parce que l'investisseur n'est pas protégé. Et ce problème, je l'avais posé lors d'un Cameroun Business Forum, ici à l'hôtel Sawa sans publicité, en présence du Premier ministre de l'époque, qui était Philémon Yan, et le ministre Abbas Sadou des marchés publics de l'époque était là. Donc, vous avez plusieurs investisseurs comme Emmanuel Tondjé, comme ça, qui réalisent des travaux en passant par des crédits ou alors des fonds propres, mais qui, au finish, le donneur d'ordre n'est pas sanctionné. Mais si c'est l'entreprise qui est en retard, votre dossier est envoyé soit au ministère des marchés publics, soit à l'autorité des marchés publics pour qu'on vous retire 10 à 18%. Vous êtes sanctionné. Mais le donneur d'ordre, c'est-à-dire celui qui passe le marché, l'État du Cameroun, n'est pas sanctionné. Donc vous comprenez que ce monsieur, moi, je me retrouve parfaitement dans ce qu'il dit. Et je ne savais pas que c'était comme ça depuis, parce que s'il parle de 95, oui, peut-être avant même 95, parce que moi, avant d'aller à l'étranger, j'ai été étudiant à l'INSET. Et je peux vous dire que l'INSET de Bassa, à Ndogbon, est d'une très belle architecture. Et je me demandais toujours si ce n'était pas les Canadiens qui avaient conçu quelques lycées, le lycée Polyvalent Bonabéry, celui de Ndogbon, qui l'avaient construit. C'est une œuvre vraiment d'art de très bonne qualité. Pensée d'Emmanuel Tondjé. Voilà, tout à fait. Mais c'est des choses qui sont récurrentes au Cameroun où l'investisseur n'est pas protégé, tout simplement parce que lorsque vous êtes adjudicataire d'un marché, aucune loi n'oblige à une commune, à l'État du Cameroun, de vous payer rubis sur ongle, auquel cas vous allez vous trouver en justice. Moi, j'ai des procès en cours que je prépare, je préfère le dire là, toujours similaires. Les projets que j'ai fait à Bangou, à Baham, à Batié, dans les hauts plateaux, à Bamdjou, ne sont pas payés. Vous imaginez un marché passé en 2013 jusqu'en 2022, presque 9 ans après, je suis en train de vouloir réclamer mes droits et je sais, je suis tout à fait conscient de ce que je voulais dire au monsieur, qui ne peut plus aller en procès parce que après 9 ans, vous tombez sous le coup d'une certaine forfaiture parce que vous avez un délai entre 8 et 9 ans pour poursuivre en justice, n'est-ce pas, quelqu'un qui vous a causé du tort. Donc je suis désolé pour lui, le seul recours qu'il a effectivement, c'est le président de la République. Il a parlé du procès, des gens qui ont travaillé pour lui, qui le poursuivent là. Mais je vous dis que nous, quand on travaille, on prend un crédit, forcément, un marché de 300-400 millions, quand vous le réalisez, vous pouvez le réaliser en fonds propres. Vous prenez un crédit, au bout de 5 ans, le crédit que vous avez pris est multiplié en 2 et à 3, au point où si on arrive à vous payer 4-5 ans après, vous n'avez plus rien. Et donc, le donneur d'ordre refuse de supporter ces frais, ce tort qu'il vous a causé. Donc, il va falloir revoir le code des marchés publics au Cameroun pour protéger l'investisseur. Auquel cas, l'État va se retrouver demain lui-même en train de réaliser ces marchés. Okay.
Docteur Luisant Isomba, en avance sans être payé. C'est alors tout, vous voyez, ça. Je prends un coup. Un architecte, Emmanuel Tondji. C'est un phénomène récurrent. C'est un phénomène récurrent. Vous voyez, même au niveau des retraités, vous avez travaillé pendant un certain nombre de temps, vous allez à la retraite, vous attendez que au moins ce solde puisse passer, ça ne passe pas, vous décédez en laissant tout ça, ça devient... Docteur Luisant Isomba, vous allez sortir votre main tremblante vis-à-vis pour le président de la République? Justement, encore pour ce cas. Oui, pour ce cas, parce que ça me rappelle l'histoire de Jean-Paul Akono, vous vous rappelez? Oui, justement. Qui réclamait ses 80 millions après la victoire de Signé. Quand il est rentré, il a réclamé 2 ans, ça ne venait pas. Il a été frappé, il était couché ici à l'hôpital général. Ouais. Voilà. Et comme le vieux là a dit tout à l'heure, qu'on lui donne cet argent, il va se prendre d'argent, il est malade. Et je vous assure, quand on avait appelé Jean-Paul Akono pour lui dire, voilà, coach, on venait te virer tes 80 millions, mais il a enlevé la perfusion sur lui. L'AVC était fini. Il a pris un démarrage, il a pris un taxi. Il s'est retrouvé à Yaoundé. Donc c'est la même chose pour ce père, monsieur le président, une main tremblante, payer ce monsieur. Il retrouve au moins, il a dit qu'il veut passer les derniers jours quand même dans la joie avant de retrouver le sépulcre. Mais avant qu'il ne soit dans le sépulcre, qu'on lui donne cet argent, qu'il sorte de cette précarité que nous avons vue. Okay. Je vous assure, comme Kelbe a dit, à l'université, les bâtisses de l'essai, mais c'est très bien fait. Quand vous arrivez, vous demandez, mais est-ce que c'est un marché passé à quelques personnes étrangères, mais c'est un Camerounais, Emmanuel Tondji, qui le réalise. Voilà, il faut se préparer à écouter Emmanuel Kounié d'abord. Hein. On va d'abord aller à Yaoundé. D'accord. Parce qu'on sait comment J'ai un mot à dire là-dessus. Oui, on sait. Il faut que les téléspectateurs se préparent à vous écouter. Voilà. Docteur Chowaltas, vous avez suivi cet élément de Gizogo, puis Yaoundé, Emmanuel Tondji, un architecte qui a réalisé, on va le dire comme ça, la maquette de l'N7 de Douala. 39 ans après, il n'est toujours pas payé. Mais, mon frère, cher Serge-Aloto, ça c'est les conséquences d'un État qui ne fonctionne plus, d'un État faible. Le problème de ce papa relève du problème des avantages publics, de l'investissement public. Vous-même, vous savez qu'une fois le budget voté à l'Assemblée nationale reparti dans différentes régions, on a une région dont la communauté est au pouvoir qui a eu autant de budget du budget d'investissement public plus que d'autres régions. Maintenant, ce papa, j'aimerais lui dire qu'il oublie parce que nous avons un pays dont les gens volent, ceux qui sont au pouvoir volent comme des petits souris. Quand il engage une procédure, quand vous êtes pauvre au Cameroun, vous ne pouvez pas gagner un procès au tribunal. C'est ça qu'il faut dire aux Camerounais. Cet argent a été déjà détourné parce que quand une loi est votée à l'Assemblée nationale et la maturité, les marchés publics, les marchés gagnés, la maturité des projets, maintenant vous attendez qu'on vienne vous payer. Mais vous devez d'abord consulter la commission, soit arrondissement, départemental ou régional, du budget d'investissement public, que cet argent a été déjà payé par Yaoundé, mais détourné par ces prévaricateurs des fonds publics. Donc j'aimerais dire que ce papa oublie cet argent parce qu'il n'aura plus, il n'aura rien. C'est un État, le FMI est là. Ils vont prendre l'argent pour payer ce papa. Voici ma réaction, qu'il oublie, il n'aura rien. C'est un gouvernement qui vole comme des petits souris sèches. Non, merci, on vous a compris, Dr. Chowaltas. Emmanuel Kounié, oui, vous êtes surpris par ce qui arrive là? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout depuis 2015. En 2015, nous vous avons dit sur ce plateau que les marchés fictifs qui avaient été payés étaient de l'ordre de plus de 700 à 800 milliards. C'est-à-dire les gens qui viennent au ministère avec les mallettes, ils reçoivent des bons de commande, ils ne font rien et puis ils font des papiers, ils déposent et on les paye. Ceux-là, on les paye rapidement. Mais ceux qui travaillent, généralement, ne sont pas payés. Et c'est d'autant plus grave que même quand on doit vous payer, on vous met encore dans des complicités. Vous avez entendu tout à l'heure Kelbert dire que quand il travaille, il prend de l'argent à la banque. Oui. Il y a une banque, je ne pas la citer, il y a même deux banques qui ont reçu un financement de l'État, l'UBC et un financement de l'État de 47 milliards. Le Fonds monétaire international est en train de demander à l'État de se désengager rapidement. Parce qu'on ne peut pas avoir des problèmes, l'État préfère envoyer l'argent là-bas. Et quand vous regardez dans le fond, ces banques-là sont des banques qui ont eu des cautions,
qui ont financé des marchés en recevant, n'est-ce pas, en donnant des cautions. Et des virements irrévocables qu'ils ont reçus des ministères. Et au moment de payer, les mêmes gens s'en vont dans les ministères négocier pour qu'on leur donne de l'argent dans les Sambandjok. Ça veut dire que le banquier est là, avec des garanties, avec tout ce que vous voulez, il attend l'argent. Les gens sont allés dans les ministères, prendre l'argent et parti. Et ces hypothèques-là sont en tonnes dans les banques. Et à un moment donné, la banque est en faillite. Pendant ce temps, ceux qui sont entrés dans le carnet de commande de l'État de manière régulière, comme ce monsieur, attendent leur paiement parce qu'ils veulent passer par le vrai chemin. Ils ne s'en sortiront pas, comme vient de dire mon ami de Yaoundé là. Ça va être très difficile. Je crois que lui-même est dans le désespoir. Il a mis la chance qu'on ait parlé de lui parce qu'exceptionnellement, peut-être, comme tous les Camerounais sont au courant, on peut faire quelque chose pour lui, comme a dit le docteur Luison Isomba. Une main tremblante peut faire en sorte qu'on fasse quelque chose pour lui. Mais j'avoue que, par rapport aux entrepreneurs, vraiment, nous sommes dans un état anthropophage qui mange ses propres enfants. Et ce n'est pas normal. Un État qui est dans cette situation ne se développe pas. Parce qu'en réalité, quand on veut développer un pays, on demande à ce que les carnets de commandes de l'État se retournent vers les petites et moyennes entreprises pour les encourager. Ça suppose que quand on leur donne les commandes, on paye les prestations. Mais quand un État, la dette intérieure est plus de 500 milliards aujourd'hui. Plus de 500 milliards. Et chaque année, on se bat pour payer la dette extérieure parce que le FMI est là. Mais la dette intérieure, on continue à la reporter. Aujourd'hui, le service de la dette du Cameroun, avec les 230 milliards que nous avons eu avec la suspension de la dette, l'initiative de suspension de la dette de Covid-19, la dette du Cameroun est à plus de 1400 milliards dans le budget de près de 1400 milliards dans le budget de 2022. Mais c'est énorme dans un budget vous ne pouvez pas avoir un budget de 5 000 milliards et avoir plus du tiers du budget pour la dette extérieure. C'est le poste le plus élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dette n'est pas soutenable et nous sommes dans une situation de mauvaise gestion. Et comme le Fonds monétaire international est là, il s'occupe de la dette extérieure. Il s'arrange à ce qu'on puisse payer la dette extérieure. Mais les entrepreneurs du Cameroun, les petits et moyens entrepreneurs, c'est des parents pauvres et on paye certains qui savent comment se faire payer. D'ailleurs, dans nos villages, quand vous avez un marché de compte, quand vous avez un carton pour construire votre école, on cherche l'entrepreneur qui connaît se faire payer. On cherche l'entrepreneur, quand il arrive, le maire lui dit, est-ce que tu connais comment tu vas te faire payer? S'il dit oui, on lui donne le travail. Parce qu'il sait comment il se paye. Par contre, si vous venez comme ça et on vous donne la commande, vous réalisez, vous allez courir. Donc, c'est un système anormal. Et puis, ce papa n'est que, n'est-ce pas, la conséquence de ce que nous vivons. Donc, ce n'est pas un acte de surprise. Ils sont comme ça, ils sont légion. Si on demande à tous ceux qui sont dans cette situation de se présenter, vous aurez facilement 1000 personnes qui vont se présenter devant nous. Voilà, on va revenir sur le sujet. Chefferie Bangou et ses correspondances du ministre de l'administration territoriale au Premier ministre, chef du gouvernement. D'abord avec vous, Dr Showalters. Dr Showalters, les termes qui mettent sur pied cette commission sont clairs. Une commission d'enquête administrative chargée d'examiner les modalités du règlement d'un conflit de succession à la tête de la chefferie Bangou. Mais, Dr Showalters, vous semblez vous appuyer sur cet élément de la correspondance du ministre Paula Tangandi qui dit que depuis le 8 avril 2019, les éléments du dossier transmis dans les services du Premier ministre n'ont pas reçu de réponse. Vous dites qu'il faut... Est-ce que vous avez comme l'impression que du côté du ministère de l'administration territoriale, on veut véritablement arriver à la résolution de ce conflit qui court à Bangou à travers cette sortie du MINAT? Bien sûr, vous savez que l'élément que j'ai sur moi, c'est la correspondance du MINAT. Et le MINAT est clair là-dessus. Moi, je ne voudrais pas accuser des partis qui sont concernés dans cette correspondance. Mais en tant que chercheur d'université et enseignant de gestion des ressources humaines, dans une organisation, la hiérarchisation des cadres dans une organisation ou une entreprise est respectée. Quand une correspondance est émise par le directeur général, si les différents départements des cadres de cette entreprise doivent être appliqués. Dans cette correspondance qui a été adressée en 2019, l'absence de la réponse d'une question de ce genre n'est pas une réponse. Nous sommes tous dans les réseaux sociaux. Quand vous envoyez un message WhatsApp à quelqu'un et c'est écrit lu et que la personne ne vous répond pas, vous patientez, vous attendez sa réponse. Vous ne passez pas pour faire une déclaration. Surtout que même, quand je lis la correspondance, je reste sur ça. Où est le document factuel? Où est le document factuel qui montre la destitution de 1978? Et de deux,
sur haute instruction n'a pas de fondement juridique. Si le Premier ministre n'a pas répondu, pourquoi vous n'avez pas attendu pendant 2 ans? Bon, maintenant, malheureusement, ça arrive à un moment où il y a crise de confiance au sein du gouvernement Serge Alain Otto, et c'est là que je voudrais chuter pour cette prise de parole pour la deuxième partie. Le Premier ministre camerounais ne pèse plus dans ce gouvernement, et je l'invite de démissionner comme le Premier ministre ivoirien. Et il est réduit à 0. Voilà pourquoi les hautes institutions passent d'abord par Tangandji. Or, selon la hiérarchisation et de coordination de l'action gouvernementale, ça devait passer par le Premier ministre. Le Premier ministre n'a plus de parole dans ce pays. Il n'est rien. Et on vient démontrer ça en public. C'est la honte. Donc pour moi, si nous restons sur la correspondance, il y a vice de forme, il y a vice de procédure, il y a violation du texte. Je suis d'accord avec Dr Luison et Somba que le MINAT a violé la loi. Mais on va donc faire comment, puisque les hautes institutions nous gouvernent. Donc nous restons dans les hautes institutions et on installe monsieur Tayo Arnaud, alors que la loi n'est pas respectée. Okay. Voici merci. ce que je pense. On en vient donc, Dr Luison Isomba. La correspondance du Premier ministre est claire. On va lire. Il demande... Le Premier ministre me charge, ça c'est le SG des services qui dit, me charge de vous demander de rapporter les termes de votre correspondance. C'est-à-dire la lettre du MINAT au préfet de Haut-Plateau. Oui. Est-ce que vous avez comme l'impression qu'il y a une volonté du MINAT de rapporter ce qui a été fait ce qui a été dit dans sa correspondance du 15 mars? Non, sur la base de la dernière sortie du ministre de l'administration territoriale, on se rend bien compte qu'il y a plutôt la recherche de mettre davantage de l'huile dans le feu. C'est-à-dire qu'on campe sur celui qui a été désigné. Parce que, écoutez, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, lorsque le principe du respect hiérarchique est un sacro-saint principe dans l'administration, c'est même un principe général de droit. C'est-à-dire que la sortie, après que le Premier ministre ait pris sur lui de mettre en place une commission, lorsque le subordonné fait une autre sortie, cela devient un acte d'affront. Cela devient un acte de défiance. Mais, docteur Luison, permettez, le ministre de l'AT lui dit qu'il est allé chercher au sommet. C'est-à-dire qu'il est allé chercher le haut accord. Mais, alors là, on voit là où les hautes instructions à outrance nous amènent. Oui. Ça nous amène justement à ce désordre. La loi est claire, j'ai cité l'instruction générale de 2002, du 1er octobre, qui est claire. C'est le Premier ministre. Et on dit que même au moment, pour le Premier ministre, pour le secrétaire général d'agir, ils doivent agir de manière conjointe avec le secrétaire général des services près de la primature, qui peuvent sur et c'est comme ça que ça se passe. Vous avez l'impression que ça se passe? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Oui. Parce qu'on se rend bien compte qu'en réalité, le ministre Tangandji s'appuie sur les hautes instructions venant de la présidence en ballonnant l'institution primo-ministérielle, en ballonnant le Premier ministre. Or, quand on lit les dispositions textuelles, c'est effectivement vers le Premier ministre que tout cela doit tendre. À charge pour lui, ou à décharge pour lui, de saisir éventuellement, s'il le veut, le chef de l'État pour une question d'arbitrage. Voilà. Donc ça n'a pas été respecté. Docteur, on en vient donc pour la gouverne de nos téléspectateurs. On va lire ce troisième paragraphe que vous allez expliquer. J'ai par lettre du 8 avril 2019, j'ai transmis à vos services, il s'adresse au Premier ministre, le dossier de M. Tiyou Tayo, nouveau chef désigné de cette localité, pour visa, avant signature de l'arrêté d'homologation. Ce dossier est resté sans suite. Cela veut dire que le visa primo-ministériel est un visa de conformité. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas donné, l'action ne peut pas se poursuivre. Oui. Donc, en réalité, le Premier ministre a certainement, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, gardé le silence, peut-être pour voir mieux. Et on voit aujourd'hui qu'il a pu mettre une commission en place. Oui. Donc, l'action du ministre Tangandji n'a donc pas bénéficié du visa de conformité du Premier ministre chef du gouvernement. Voilà. À cet égard, certains faits méritent d'être rappelés. Ouais. Le chef Tayo Marcel, décédé le 16 novembre 2018, a effectivement
régné comme chef de 2e degré de Bangou pendant 39 ans, ce qui justifie que son fils lui succède. Le fait pour le docteur Paul Kémajou d'avoir été destitué n'a aucune influence sur la restauration de la famille Riante. Tout à fait. Afin le chef Bandenko, qui avait été destitué, mais il est revenu... Déjà qu'il y a une loi d'amnistie. Oui, il y a une loi d'amnistie qui les réintègre. Vous voyez, le chef Bandenko, voilà une jurisprudence claire qui est revenu à ses fonctions. Donc le fait que le chef soit destitué, pour des raisons que Emmanuel Kounia a évoquées tout à l'heure, n'oblique pas ou bien n'empêche pas la possibilité de faire restaurer la famille Riante. Enfin, vous savez que les chefferies se succèdent par primogéniture, où on va du père au fils par le principe de l'hérédité. Donc cela veut dire que si nous appliquons la même jurisprudence Bandenkok à Bagou, on doit donc restaurer la lignée en restituant la chefferie au fils du docteur Paul Kémajou qui est mort en exil. Deuxième précision apporte le Minat, il rappelle au Premier ministre, le chef Kémajou Sinkam Paul Bernard, dont se réclament certains contestataires, aurait été destitué en 1978 de ses fonctions pour activisme contre le régime en place à l'époque et terrorisme. Il est mort en exil en Guinée, entre parenthèses Guinée. Ça veut dire, si cela renvoie encore à la politisation de la désignation des chefs traditionnels. C'est tout simplement ce qu'il faille dire. Et je l'indiquais tout à l'heure, le fait pour un chef d'avoir été destitué n'est pas une condition de mettre sa lignée de côté pour nommer quelqu'un qui n'en fait pas partie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans ce problème-là. Et je l'ai indiqué la dernière fois que tant qu'on ira chercher ailleurs en excluant la lignée, on va rester dans les problèmes de la chefferie Bangou. Et je ne suis pas un prestigitateur. Quand nous regardons un peu ce qui s'est passé au niveau de la chefferie de Banjoul, vous savez qu'après cela, le même problème de Bangou va se poser à Banjoul. Parce que vous savez, quand Nye Kanga meurt, son fils n'a que 5 ans. Et on passe donc de la succession de l'hérédité à la consanguinité. On passe au frère, qui est Nye Kanga. Donc cela veut dire que ça doit aussi se préparer à Banjoul le jour où Nye Kanga le serait, puis éventuellement là, la lignée va retourner du côté de Nye Kanga. Et c'est de ça donc qu'il s'agit. Il faut donc déjà préparer tous ces problèmes-là. Donc, le ministre de l'administration territoriale doit se remettre dans le bon droit et respecter l'autorité primo-ministérielle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le Premier ministre doit faire affermir son autorité et sa personnalité, oui, parce que ça n'est trop. Nous ne sommes pas dans une république bananière. Voilà, justement, Serge Kelbe, que devrait faire le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Djongouté, face à ces, on va dire, énième affront de la part de ce même ministre? Non, déjà, je pense qu'à ce stade de l'affaire, le ministre de l'administration territoriale doit se dessaisir de cette affaire, parce qu'elle n'est plus à son niveau. Le courrier là vous donne l'impression qu'il a... Il doit se dessaisir. Il est allé chercher ce qu'on appelle chez nous les techniciens bypass, c'est-à-dire il a pris un autre circuit pour aller trouver la soi-disant hiérarchie du Premier ministre. Oui. Mais je pense que le docteur Luisin Somba a été clair, ce n'est pas la voie légale habilitée pour toucher le chef de l'État. Il doit passer par le Premier ministre. De ce fait, je voudrais dire que le Premier ministre, je reviens là-dessus, dans le décret 77/245, dans son article 30, alinéa 3, oui, qui dit bien que pour des fautes lourdes ou pour des manquements, le chef de 3e degré peut être destitué par le ministre de l'administration territoriale. Mais le chef de 2e et de 1er degré, c'est le Premier ministre. Pourquoi est-ce qu'on veut courir? Pourquoi est-ce que le MINAT veut courir? La commission qui a été choisie par le Premier ministre, et c'est la manière la plus apte, je vous ai dit que c'est un juriste, le Premier ministre, lorsque vous l'observez, fonctionne un peu comme le chef de l'État. C'est quelqu'un qui ne mousse pas, qui ne fait pas trop de bruit, mais qui reste droit dans ses bottes et qui assume l'autorité de la fonction de Premier ministre. Donc, il est ici question d'attendre
l'issue du rapport de cette commission. Si c'est Taïou qui va rester chef, peut-être même le confirmer. Hein. Voilà, qui peut le confirmer. Le Premier ministre prendra acte. Oui. Ça ne sera plus le ministre de l'administration territoriale. C'est le Premier ministre. Donc, ce dossier n'est plus au niveau du ministre Atangadi. Il doit se dessaisir de cette affaire. Et le Premier ministre, maintenant, reste le seul juge et le seul arbitre. Même s'il faille que le président de la République donne une opinion, il fera une correspondance directement adressée au Premier ministre. Et non au secrétaire général de dire au ministre de l'administration territoriale que ça sent le roussi, ça sent du flou. Et c'est aussi l'occasion de faire une petite virgule, une petite parenthèse et ouvrir un peu un point de regard sur ce qui se passe ici où nous sommes à Akwa, que la chefferie Akwa, qui est même là actuellement, elle aussi va vivre ses soubresauts. Parce que lorsque le politique se mêle de tout, les choix sont arbitraires et ne sont pas justes. Et je suis certain que si la chefferie de premier degré, Akwa, ne fait pas attention, dans les jours qui arrivent, ils auront les mêmes revendications. Parce que le politique tire les marrons du feu. Comme à Bangou, vous avez aussi des politiciens derrière qui sont en train de vouloir imposer celui qui est choisi par le MINAT, alors que le Premier ministre a demandé de s'asseoir. Il ne peut pas encore donner le sceau, n'est-ce pas, du choix de ce chef de deuxième degré. Et ici, à Douala à Douala pour la chefferie Akwa, je pense qu'il y a encore aussi beaucoup de choses à faire de ce côté où le consensus ne semble pas être de mise. Donc vous comprenez un peu que les situations, les rôles des chefs sont infiltrés par des politiques, tout simplement parce que la constitution de 96, n'est-ce pas, fixant la loi sur les collectivités territoriales décentralisées et qui met en place le conseil régional, leur donne, n'est-ce pas, de l'espace. Et c'est au vu de tout ça. C'est la politique. Puisqu'on va aller aux élections, on va nommer le conseil régional avec un président, son bureau et tout. Les chefs, donc, même pas des chefs, l'élite et les administratifs s'engouffrent donc là-dedans pour se faire adouber et porter, n'est-ce pas, des habits de chef, espérant que lors du renouvellement, soit par le sénatorial, soit au niveau du conseil régional, ils vont avoir, n'est-ce pas, aussi un siège. Et il faut dire que derrière tout ça aussi, il y a des questions d'argent. Okay. Il y a des questions d'argent qui ont pollué, n'est-ce pas, la fonction de chef et l'espace traditionnel. Voilà, Emmanuel Kounié, est-ce que cette lettre, cette correspondance du MINAT au Premier ministre peut mettre à mal l'existence de cette commission qui doit, en principe, descendre à Bangou pour recueillir les avis, toutes ces personnes-là qui peuvent contribuer à la manifestation de la vérité, comme on dit de ce côté-là? Non, je crois qu'avec... Ça met en branle. Est-ce qu'ils pourront encore être... Ils sont sereins. Est-ce qu'ils sont encore sereins depuis que cette lettre est sur l'espace public? Je crois que le Premier ministre a tout intérêt à ce que cette commission travaille normalement et rende sa copie. Parce que si cette commission ne fait pas le travail, c'est la République qui va en prendre un coup. Ah oui. Il a tout intérêt. D'ailleurs, il a d'autant plus intérêt que là, M. Atangadi est sorti et justement, le Premier ministre doit tout faire pour que cette commission... Pour sortir lui aussi? Non, pour faire en sorte que cette commission descende sur le terrain. D'ailleurs, ce que je me serais attendu à ce que le problème se règle autrement. Comme je l'ai dit d'ailleurs tantôt, il faudrait, quand on est dans une situation d'impasse comme ça, on réunit les gens. On réunit les gens et on parle. Moi, je n'arrive pas à comprendre un gouvernement... On dit que les gens ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Si les gens se parlent, on n'a pas besoin de faire des correspondances qui vont dans tous les sens. Le président de la République a dit au secrétaire général du Premier ministère de dire au ministre de l'administration territoriale, de dire au Premier ministre, etc. Tout ça, c'est la paperasse inutile. Et puis quand ça devient ce que ça devient là, comme on dit mes prédécesseurs, c'est très dangereux parce que on a l'impression qu'il y a un vide juridique quelque part dans la loi de 77. Parce que... Non, l'article 16 n'est pas clair. Non, je vais vous dire. On a parlé de la chefferie d'Akwa tout à l'heure, on a parlé de la chefferie de Baden-Kop tout à l'heure, mais je vais vous dire que le pire, c'est justement à Banjoun. C'est à Banjoun parce que... Le pire, parce que quand le chef Kamga est mort, on a mis Fautué, successeur de Kamga. C'était son fils. Fautué est mort quelques années après, on met Nye Kamga, qui est le frère de Fautué.
Niema, Omenjomo, qui est le frère de donc tous depuis 3 lignées, ce sont les enfants de Kamga. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il faut donc qu'il y ait un texte qui réglemente ce genre de situation. Parce que si Djomo n'est plus là, qui prend? C'est l'enfant de Nié, le fils de Nié, ou le fils de Foutué, ou le fils de leur père, tout ce qui est Kamga. Vous voyez que ça crée des problèmes. Il faut régler juridiquement ce genre de situation. Oui. Donc il faudrait qu'il y ait des lois ou des textes réglementaires qui tranchent ce genre de situation. Du moins, à partir de ce que nous avons eu là, il faudrait justement que ceux qui nous gouvernent comprennent qu'il y a un vide, qu'il y a un aspect. À qui la faute? Là, j'interroge Emmanuel Kounié. À qui la faute? Je crois que les notables, qui choisit le chef? Justement, c'est les notables qui choisissent le chef. Voilà. C'est de là que part le problème. Mais les textes disent qu'il y a une commission préfectorale qui doit statuer, etc. Et quand cette commission préfectorale arrive, ça annule complètement même si les notables ont arrêté, comme on dit, les notables arrêté quelqu'un, oui. Bon, est-ce que la commission préfectorale peut balayer le choix? Je n'en sais rien, mais quand juste pour apporter un peu de l'eau de moulin, il faut dire que le candidat à la chefferie constitue d'abord un dossier. Il a un bulletin numéro 3, il y a son acte de naissance, il y a une série de documents qu'on demande au régent, celui qui veut postuler. Donc, à partir de ces documents, la commission préfectorale examine si la succession est vraiment dans la lignée. Oui. Et les chefs, ou comme on dit, les 9 notables peuvent arriver à faire des bisbilles, comme on le dit, et induire la commission préfectorale en erreur. Vous voyez donc que ce n'est pas clair de toute façon. Ou bien on laisse la responsabilité à cette commission, aux 9 notables comme par le passé, qui se réunissent et souverainement désignent le chef, et que l'administration vienne régulariser. Le rôle de l'administration, dans ce cas, devrait être de régulariser la situation. Mais dès lors que l'administration introduit les affaires de bulletin numéro 3, de ci, cela, machin, bon alors, ça c'est des trucs, c'est des complications qui ne peuvent nous servir que ce que nous vivons là. Il faut laisser les notables désigner le chef, et quand le chef est désigné, il est chef. Il est chef, on ne peut pas dire qu'il était au maquis, il était ceci, cela, machin, des histoires à dormir debout comme ça, qui perturbent tous les villages et qui font en sorte que... Parce que le rôle du chef n'est même pas d'aller être auxiliaire d'administration, d'aller être sénateur et tout ça. Ce n'est pas le rôle du chef. Le chef a un rôle même religieux. Il a un rôle spirituel. Donc, tout cela, on le dépouille de toute cette affaire. Et puis, le chef devient le gardien, le garçon de course du sous-préfet. Alors, ce genre de chef ne joue plus le rôle qu'il doit jouer. Donc, moi, je crois qu'il faut combler ce vide juridique et restaurer l'autorité. Il y a des chefs qui ont été mis en garde. Hein? Oui, j'ai suivi même le très respectable chef Sokudjo mis en garde. Bon, vous voyez donc que M. Atanga, son camarade du MRC aussi, pense qu'il est au-dessus de tous les chefs et qu'en tant que Minat, il peut écraser même, n'est-ce pas, toutes les données traditionnelles et l'administration primant surtout, il a tous les pouvoirs. Non, je crois qu'il faut qu'on restaure les chefs dans leurs droits coutumiers et qu'on donne aux 9 notables la possibilité, n'est-ce pas, de choisir librement les chefs et que l'administration joue un rôle de régularisation tout simplement. Sinon, on va se retrouver dans ce vide juridique. Et d'ailleurs, ces précédents que nous vivons là doivent faire en sorte qu'on puisse voter une autre loi ou bien qu'on puisse prendre d'autres dispositions réglementaires pour que ce problème soit résolu d'avance. Docteur Luison Isomba, énième cacophonie dans notre gouvernement, urgence d'un remaniement ministériel? Oui, je pense que le remaniement ministériel a traîné tout simplement parce qu'il fallait attendre l'élection en France. Je suis certain qu'après le 24 avril, je suis certain qu'après le 24 avril, il n'y aura aucun remaniement. Je crois qu'après le 24 avril, juste après l'élection présidentielle en France, je suis certain que les lignes vont bouger au niveau de notre gouvernement. Même si c'est Marine Le Pen qui... on l'attend même beaucoup plus parce qu'en tant que nouvelle, elle va certainement faire bousculer les lignes. Parce que vous savez, on connaît sa posture par rapport à l'Afrique et peut-être aussi, on verra si elle aura une même posture que Emmanuel Macron par rapport au Cameroun. Donc, ce qu'on va dire, pour finir, c'est simplement que, je l'ai indiqué ici la dernière fois, tant qu'on ne respecte pas la législation en vigueur, tant qu'on torpille les procédures qui sont très bien précisé par le décret de 1977, tant qu'il y a une extrême politisation de nos chefferies, un accaparement des chefferies par les élites politiques, nous allons toujours vivre un désordre. Et je pense que le Premier ministre est dans la logique de garantir la paix. Parce que sans la paix, nous sommes dans le désordre. Avec la paix, c'est la prospérité. Donc nous espérons que, et nous encourageons monsieur le Premier ministre d'aller jusqu'au bout de son énergie pour que... Est-ce qu'il faut une autre sortie du Premier ministre après cette sortie du Minat? Je pense que le Premier ministre ne va pas voler bas. Oui. Il ne descendra pas bas, aura le sol.
il a déjà posé un acte de en mettant sur pied la commission. Nous attendons qu'il donne les moyens à ces commissions. On leur donne des espaces, moyens et tout pour que la vérité éclate et qu'on puisse avoir le chef légitime à Bangou. À Bangou. Voilà, Dr. Shaw, your last word, please. Nous perdons le temps. Parce que Atanga n'a jamais engagé un dossier dans ce pays et ça a été perdu. Donc, les commissions, créent autant de commissions que vous voulez. Le MINAT, son objectif va être atteint parce que c'est sous haute instruction. Et on sait que les hautes instructions sont désignées à ceux pour qui ils roulent. Donc, quand tu vois déjà le MINAT sortir, il reprend le Premier ministre. Ça veut donc dire qu'il est commandé, il a mission, il n'est pas en fonction. Donc, le Premier ministre a perdu le combat parce que je sais que les clans s'affrontent actuellement pour le nouveau régime qui va arriver. Voici mon dernier mot. Atanganji va gagner, le Premier ministre va perdre. C'est comme si c'est un programme manchot. Le Premier ministre a les bras cassés et Atanganji a une main levée. Voilà pourquoi merci. Il a voilà, sur cette question, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire là? Non, Serge Alain, je souris à grande dents quand j'écoute le docteur Showalter, il ne comprend pas. En fait, la démarche du ministre de l'administration territoriale est illégale et anticonstitutionnelle. Anticonstitutionnelle. Absolument. Le docteur Louison Issomba a dit clairement quel est le processus de communication entre les membres du gouvernement jusqu'au sommet de l'État. J'ai aussi fait remarquer qu'à ce stade de cette affaire, le ministre de l'administration territoriale doit être dessaisi de ce dossier. Ouais. Absolument dessaisi. Parce qu'il y a déjà un litige au niveau de l'appareil d'État. Et l'autorité la plus compétente pour arbitrer le conflit qu'il peut avoir à Bangou ou le désaccord, ce n'est que le Premier ministre. Et je voudrais encore préciser que la personne du Premier ministre, Dr. Chief John Gouté, a le profil nécessaire pour arbitrer cette situation, du fait qu'il soit un juriste. Mais lui aussi, il est un chef, mais pas un chef de deuxième degré. Un chef plus haut, c'est un paramontif. Donc il faut comprendre qu'il sait très bien de quoi est-ce qu'il s'agit. Il sait très bien comment est-ce que ça se passe dans les chefferies. À mon avis, le Premier ministre doit, pour ma part, qu'il y ait remaniement ou pas. De toutes les façons, c'est je ne peux pas parler de conflit pour l'instant, mais un désaccord dans cette chefferie à Bangou que j'ai connu quelque peu pour avoir travaillé dans la zone, trouvera un dénouement sensiblement avant le remaniement qui, ma foi aussi, je pense, arrivera très bientôt en regardant ce qui se passe de l'autre côté de l'Hexagone. Mais restons Camerounais, nous sommes Camerounais, c'est nos problèmes qui nous concernent. Le Premier ministre a la démarche adéquate, mettre une commission, pour voir clair, remettre sur la balance les deux personnes qui sont souhaitées être mises sur le tonne. On va recommencer les actes de naissance, la filiation, la généalogie. Ces deux-là. Mais c'est vrai que notre larron ne peut pas sortir. Non, c'est vrai que le ministre de l'administration territoriale a la préfectorale. Il pourra peut-être donner des instructions. Mais vous ne pouvez pas venir sortir le Premier ministre dans une salle de réunion sous prétexte qu'il n'a pas déclaré. Non, on ne va pas arriver là, je suppose. Je sais que le ministre de l'administration territoriale est quelqu'un d'assez fougueux et quelqu'un qui sait, n'est-ce pas, rester droit dans ses bottes, mais on nous a parlé tout à l'heure de quelques cas d'insubordination, surtout avec les premiers ministres qui ont conduit à l'inversion de certains ministres. Je vous ai dit que le président Biya, lui, à son actif, a grandi les différentes échelles de l'administration et était toujours quelqu'un de très respectueux de l'ordre hiérarchique. Donc je pense que le Premier ministre, ayant l'étoffe nécessaire pour voir clair dans cette affaire et remettre, il y a même une succession de chefferies qui vont connaître ce toilettage jusqu'ici à Douala, où je disais tantôt. Donc on dit à la temps-ci. Voilà, Bangou risque d'être un cas école. Hein?
tout à fait une jurisprudence. Voilà, justement. Comme l'avait dit tantôt. Voilà. Oui, Oui, Manuel Kounié, pour sortir. je voudrais dire que je pense sincèrement que le Premier ministre doit pouvoir démontrer que la relation est verticale entre lui et les ministres. Voilà. Donc c'est un cas, c'est-à-dire que c'est un cas d'école. Il doit pouvoir tout faire pour que la commission qu'il a créée puisse statuer et que la décision soit prise, quitte à ce qu'il s'implique personnellement. Parce que là, son honneur est déjà mis à mal, donc il a tout intérêt à le faire. Et s'agissant de remaniement, je peux vous dire que nous, on est étonnés quand on parle de remaniement, parce qu'on nous a dit que le remaniement ne peut pas avoir lieu parce qu'il y a le Covid-19. Après, on nous a dit qu'il y a la CAN, pas de remaniement. Après, on dit que maintenant, on nous parle des élections en France. Peut-être qu'après, on va nous parler de la guerre en Ukraine, il faut qu'elle finisse, etc., etc. Donc, je crois que ces gens, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent faire un remaniement. J'ai même l'impression que compte tenu comment dirais-je, de l'âge de tous ceux qui nous gouvernent, de tous ces gens-là, je n'ai plus l'impression qu'ils connaissent même des gens. C'est-à-dire que tous ceux qui connaissent, c'est eux-mêmes. Donc, je doute fort qu'un remaniement puisse avoir lieu au Cameroun. Parce que depuis 2018, à la date d'aujourd'hui, le mandat est presque déjà à mi-parcours. Et je crois qu'il faut que les gens déchangent. Moi, je ne crois pas à un remaniement. Voilà. Merci, cher monsieur. Docteur Luson, oui, avait une citation pour sortir? Oui, juste, oui, il y en aura une, mais je voudrais dire que si le président Paul Biya, son excellence Paul Biya, aujourd'hui président, parce qu'il avait bénéficié d'une confiance d'Aïdjo, sous le simple prétexte qu'il était respectueux, c'est ce qu'on nous a dit. Et je pense qu'on nous parlait même d'un respect presque mystique. Et je pense que pour aujourd'hui, on doit comprendre une chose, il faut respecter la hiérarchie. Et c'est un auteur qui disait qu'entre le chef d'État et le chef traditionnel, il faut être chef traditionnel. Parce que le chef traditionnel se repose et le chef de l'État meurt et décède. Voilà. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce premier numéro de la semaine. Et qu'il en soit, toute l'équipe conduite par Innocent Abiga vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir à la commission Bangou.